Bonjour Maya, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut Tu Aura. vas bien? Ça va super. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors du coup, on va parler un petit peu de ton podcast. Je pensais que j'étais la seule. Est-ce que du coup, tu peux te présenter en quelques mots et qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce podcast? Bien sûr, donc je suis Maha Ganem, je suis journaliste, je suis aussi spécialiste en santé publique, psychologie sociale de la santé. Et j'ai lancé, je pensais que j'étais la seule en observant le système de soins et notamment la façon dont les femmes sont traitées dans le système de soins et la façon dont notre parole est balayée d'un revers de main quand on va voir son professionnel de santé, quand on est littéralement au bout de sa vie et que normalement on a des médecins qui sont là et des professionnels de santé pour nous aider. Et en fait, je me suis rendu compte et en tant que chercheur et en tant que patiente et en tant qu'aidante, en fait, quand on est une femme et qu'on prend la parole, On nous écoute pas. on nous écoute On pas. n'est pas entendu. C'est ça. Et du coup, quel est le message central ou la mission que tu souhaites porter avec ce podcast? Il est triple, j'ai envie de dire. Le premier, c'est vraiment d'offrir ce lieu de parole, ce lieu où les femmes qui viennent sur le podcast, que j'appelle des déposantes, viennent déposer vraiment leur parole, viennent déposer ce qui leur est arrivé. Puisque qu'on ressorte du système de soins, ou même scolaire, ou même judiciaire, mais là en l'occurrence du système de soins avec un diagnostic ou pas, avec une ordonnance ou pas, avec un cours de traitement ou pas, ce qui est sûr, c'est que 9 fois sur 10, on en ressort avec un stress post-traumatique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le vécu de l'une, en fait, va parler à beaucoup d'autres, puisque ce dont on parle dans le podcast, c'est la façon systémique, en fait, dont on ne nous écoute pas. Donc c'est pas des cas individuels, c'est que ces cas individuels qui sont peut-être tronqués quand on est dans l'espace médiatique, en fait, mis bout à bout, on se rend compte qu'en fait, c'est le système qui ne va pas. Et la troisième chose, c'est que ça agit un petit peu comme une archive sonore avec comme espoir de pouvoir changer des politiques publiques, mais également d'interpeller les responsables politiques sur ce que les femmes vivent au quotidien quand elles sont confrontées à la maladie, et ce qui n'est pas normal en fait d'être traitées comme des citoyennes de seconde classe dans un système de soins qui est censé nous permettre d'aller mieux. C'est clair. Et concernant ton contenu, quand tu choisis des sujets à aborder, quel est ton processus de sélection du coup? Alors, mon processus de sélection est très simple. D'accord. Puisque les femmes qui viennent, elles sont déjà traumatisées. Donc, moi, mon job, c'est pas de les retraumatiser. Donc, je ne convainc personne de venir sur le podcast. D'accord. Là, sur la première saison, vu que c'était, la première saison a commencé en mars, c'était vraiment les femmes qui postaient sur LinkedIn. D'accord. Je me dis, si tu peux en parler du soin, parler du manque de considération sur LinkedIn, qui est censé être un réseau professionnel, alors c'est que tu es prête à en parler. Oui. Et donc, les premières invitées, je les ai recrutées comme ça. Ok. Et du coup, tu vas chercher plus des experts, des médecins, ou comme tu m'as dit, LinkedIn, ça dépend en fait de la thématique, comment tu procèdes du coup en fait. Alors, en saison 1, c'était vraiment parce qu'en fait, moi, je dis aussi que la parole de la personne, c'est-à-dire le vécu, est une expertise. Tu as l'expertise, tu n'as peut-être pas fait des études de médecine, mais tu as l'expertise de ta vie, tu as l'expertise de ton corps, tu as l'expertise de tes symptômes. Donc, la parole, de toute façon, de ces femmes, c'est une parole experte. Ensuite, il y a l'expertise qui est développée à travers les études. Et ça, effectivement, en saison 1, on a une professionnelle de santé, une jeune médecin, qui vient parler du sexisme et des agressions sexuelles que vivent les femmes médecins durant leurs études. Ce qui est un peu un truc... lourd, hein. Non, mais une femme sur deux. L'Ordre des médecins a fait une étude. Une femme... Dans l'école de médecine Oui, une femme sur deux qui fait médecine a subi des violences sexuelles ou sexistes qui vont des remarques déplacées jusqu'au viol. D'accord. Et là, en saison 2, j'ouvre le podcast un petit peu plus aussi à des entrepreneurs en santé. C'est-à-dire que même si la recherche aujourd'hui, il y a un énorme différentiel quand il s'agit de la recherche, c'est pour ça en fait que les femmes ne sont pas écoutées, c'est que la base de la médecine, dont on nous fait croire qu'elle est scientifique, qu'elle est neutre et qu'elle est égalitaire, en fait, la base de la médecine, c'est le corps de l'homme et c'est le corps de l'homme blanc. Donc, c'est quelque chose de ce qu'on appelle endocentré. Et donc, c'est pour ça que les femmes ne sont pas non plus considérées. Et donc, ce cœur de médecine, en fait, l'objectif, c'est déjà de démontrer ça. Mais du coup, il n'y a pas assez de recherche.
Et donc, si jamais même on attend que la recherche soit ce qu'elle doit être pour nous, ça va encore prendre des années. Longtemps, ouais. Or, dès à présent, il y a déjà des femmes entrepreneurs qui se saisissent de ces questions et qui essayent de trouver des solutions. Donc, en saison 2, j'ouvre le podcast à ces femmes entrepreneurs et effectivement, je l'ouvre un petit peu plus à des professionnels de santé, mais qui viennent aussi avec une expérience particulière. D'accord. Et du coup, parmi tous les épisodes que tu as pu lancer depuis Human Mars, est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus marqué Tous. Il n'y en a pas un en particulier Tous. La jeune interne qui vient et qui parle de ces jeunes femmes qui sont médecins, qui font leurs études, qui galèrent et qui se font violer dans les salles de garde par leurs supérieurs hiérarchiques et qui ensuite le lendemain doivent faire les rondes avec eux. Comme si de rien n'était. On a une maman qui, sur 4 enfants, elle en a perdu 2 à cause d'une maladie génétique rare. Et quand elle est allée voir le pédiatre de son premier bébé pour dire « Ma fille, ça fait des semaines et des mois qu'elle n'arrête pas de pleurer », le médecin qui lui répond « Mais c'est parce qu'elle a le caractère de sa mère ». C'est une fille qui a vu 14, plus d'une quinzaine même de professionnels de santé, qui a fait le tour de France et à qui on a retiré l'utérus. Un jour, elle a eu ses règles hyper douloureuses. Les règles sont parties, la douleur est restée. On lui a retiré l'utérus en lui disant que ça venait de ça. Et pendant encore 4 ans, elle a continué à avoir les mêmes douleurs, même qui se sont intensifiées. Il a fallu qu'elle aille dans le sud de la France et qu'un médecin lui dise, en fait, qu'il l'a vraiment écoutée. Et il lui a réglé son problème avec une injection de Botox. Donc, à ce jour, elle ne sait pas s'il fallait lui retirer l'utérus ou pas. C'est un parcours de femme qui, tu as moins de 40 ans et tu développes un cancer du sein. Mais en fac de médecine, on t'a appris que le cancer du sein, c'est à partir de 60 ans, qui ont des retards de diagnostic et qui, de coup, se retrouvent à devoir mener une bataille incroyable contre le cancer. Enfin, toutes les histoires. C'est un parcours du combattant, tout ce que tu racontes là. Mais être une femme très compliqué. Qui a un problème de santé, c'est littéralement dangereux. Une femme racisée, j'ai envie de dire. Et alors, ça, du coup, je suis très contente de venir. Je suis très contente de venir en parler aujourd'hui. Ouais. Ok. Et du coup, concernant ton audience, quel retour tu reçois le plus souvent de tes auditrices ? Est-ce que c'est aussi des auditeurs, peut-être ? Eh bien, 10% de mes auditrices sont des auditeurs. Okay. Donc ça, je suis vraiment très contente et j'ai des retours d'hommes. Les auditrices, elles me disent tout. C'est pour ça qu'aussi le podcast, je ne l'ai pas appelé comme ça de façon anodine non plus. Elles me disent toutes. Moi aussi, je pensais que j'étais la seule dont le médecin m'a pas écoutée, qui m'a pas cru, qui a galéré, qui a dû trouver des solutions, qui me suis acharnée, qui ceci, qui cela. Donc les retours sont extrêmement positifs, c'est beaucoup de soulagement, c'est vraiment ce côté de enfin quelqu'un dit ce qui moi m'est arrivé. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir vraiment des femmes, j'ai envie de dire normales, tu vois, comme toi et moi, parce qu'il y a ce pouvoir d'identification qui est fort. C'est important. C'est extrêmement important. Et il y a aussi beaucoup de retours mais tous les étudiants en médecine devraient écouter ça, toutes les personnes qui font du soin devraient écouter ça. Et pour les hommes, il y a, maintenant je comprends mieux quand ma meuf ou ma sœur ou ma cousine me parle d'endométriose. D'autres qui me disent mais vraiment on ne savait pas quoi. Ou j'en ai fait un sur la ménopause, j'ai des retours de en vrai quand ma mère est passée à travers la ménopause, j'habitais à la maison, j'étais ado, je me suis rendu compte de rien. Parce qu'elle a gardé pour elle. Exactement. Donc ça, c'est aussi un peu les retours des hommes en fait, ils connaissent pas le monde des femmes, en fait. Ils connaissent pas le monde dans lequel on vit. Nous, on connaît le monde des hommes, mais eux ne connaissent rien du nôtre. Du coup, tu abordes des sujets assez tabous. Est-ce que tu as rencontré, je sais pas, des résistances, des critiques sur les réseaux sociaux ou autres, même d'un point de vue social, médical ? Tellement. Tellement ça va de non mais il faut laisser les professionnels faire leur travail les féministes, etc. Et t'es comme, c'est pas une question d'être féministe ou pas. Ça, c'est des gens qui viennent avec leur point de vue. Moi, ce dont je parle, c'est d'études scientifiques. Ce dont je parle, c'est de choses qui sont avérées. Ce dont je parle, c'est véritablement ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, ce que dit ça va me revenir. Oui. Le World Economic Forum, j'arrive pas à retrouver le mot en français, mais il y a des chiffres, il y a une réalité, il y a, par exemple, les maladies cardiovasculaires. On sait que ce sont les pathologies numéro 1 dans le monde. Pour autant, on fait plus de prévention sur tout ce qui est arrêt cardiaque auprès des hommes qu'auprès des femmes. Aujourd'hui, il y a plus de femmes en France qui meurent d'arrêt cardiaque que d'hommes.
Pour les femmes, on va juste vraiment se mettre sur la médecine qu'on appelle bikini, c'est-à-dire tout ce qui va être notre système de reproduction et tout ce qui va être au niveau des organes, voilà, des seins et de l'utérus. Et encore, de l'utérus, il faut avoir le bon âge, comme je disais tout à l'heure. Si jamais tu es une femme de moins de 40 ans et tu viens parce que tu penses que tu as un cancer du sein, on te dit non, on te dit rentre chez toi. Et comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et si tu insistes, on te dit il faut voir un psy. Donc, bien sûr que j'ai eu ces retours-là, mais en vrai, c'est que ces personnes-là, comment dirais-je, peut-être ça ne les intéresse pas de toute façon, mais ce que j'essaye aussi de déconstruire, c'est vraiment de briser ce silence, parce que la maladie, la mauvaise santé, ça isole les femmes, qu'elles soient patientes, aidantes ou soignantes. Donc ça aussi, c'est une réalité qui est démontrée. Et puis surtout, en effet, comme tu disais, on fait de la santé des femmes un tabou, quand en fait, il n'y a aucune raison. Non, il ne devrait pas Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de raison d'avoir de tabou autour des règles, autour de la ménopause, autour même de la sexualité, autour de notre santé financière. Et donc ça, c'est parce qu'on socialise les femmes à garder le silence, à souffrir, et si possible, à souffrir en souriant, quoi. Et donc le podcast, voilà, comme si c'était normal, t'es une femme, et donc on a normalisé la souffrance des femmes, mais la maladie des femmes. Aujourd'hui, une femme, oui, on vit plus longtemps que les hommes, mais on passe un quart de notre vie en plus mauvaise santé que les hommes. Parce que le système de soins et la médecine ne sont pas pensés pour nous. Et alors quand on est une femme racisée, et on en parle aujourd'hui, c'est encore pire. C'est encore pire, effectivement. Et du coup, concernant ton podcast, qu'est-ce qu'on peut attendre par la suite? Des nouveaux épisodes, une nouvelle saison, des collaborations, des événements? Alors, tout ça. D'accord. Donc, la nouvelle saison commence en 2026. Des collaborations, des événements en physique. Là, le site web va être lancé, la newsletter va être lancée. Donc, oui, c'est le podcast, ce n'est que le début. Ok. Et pour conclure, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite lancer un podcast sur un sujet tabou comme la santé des femmes? Alors, je dirais déjà premièrement que les tabous, ça n'existe pas d'une certaine façon. Les tabous, ils servent des systèmes et ils servent des institutions. Les tabous, ils ne servent pas les êtres humains. Donc, en vrai, si tu as envie de parler de quelque chose, parle-en, en fait. Parce que si toi, tu as envie d'en parler, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie d'en parler aussi. Ça, c'est clair, net et précis. Ensuite, je dirais, parce que du coup aussi, je suis journaliste et donc j'enseigne en fac de journalisme et en école de journalisme, c'est d'être véritablement dans le respect des personnes qui viennent et qui vont s'exprimer. Ou si jamais tu le fais tout seul, c'est de développer ton expertise. Et c'est véritablement, quand on est sur des sujets sensibles, j'ai envie de dire plus que tabou, c'est de s'assurer de protéger les personnes qui viennent. C'est-à-dire que moi, les femmes qui viennent sur le podcast, jusqu'à la dernière minute, elles peuvent changer d'avis. Même si on est en train de tourner, elles peuvent changer d'avis. Une fois que c'est en boîte, elles peuvent changer d'avis. Une fois que c'est en ligne, elles peuvent changer d'avis et me demander d'enlever l'épisode. Et surtout, je leur fais valider tout ce qui va être mis en ligne par rapport à ça. De la photo que je vais utiliser pour illustrer l'épisode, au texte que je vais utiliser pour le promouvoir sur les réseaux sociaux. Et s'il faut changer une virgule, je change la virgule. S'il faut changer un mot, je change un mot. Donc, c'est vraiment protéger aussi la personne qui vient et qui témoigne, à visage découvert ou couvert. Et puis, de le faire vraiment avec cœur, avec intégrité. Je sais que sur les réseaux, voilà, on aime beaucoup tout ce qui va un petit peu... tellement... Faut s'adapter. On aime beaucoup tout ce qui va un petit peu faire du buzz, etc. Mais faire un podcast, lancer son podcast, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et donc, il faut vraiment prendre ce temps-là et puis surtout se lancer. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux avoir tous les conseils. Si jamais tu te lances pas, il se passera rien. Donc, teste, essaye, revois tes positions, fais évoluer ta ligne éditoriale. Et puis, si jamais c'est quelque chose dont les gens ont besoin, tu le sauras, tu le sentiras. Ok, je te remercie pour ces conseils et merci pour ce bel échange et hâte de voir la suite pour du coup le podcast. Merci à toi pour l'invitation.